Nous sommes en 2100. Cela fait plusieurs décennies que l'usage des low-tech s'est répandu au sein de la population française, en réaction aux catastrophes sociales et environnementales causées par la société de consommation mondialisée. Ces changements, dans la production et l'utilisation des objets et des ressources, se sont accompagnés de transformations des systèmes politiques. Que se passerait-il dans ce cas? Quelles seraient les conséquences politiques d'un développement de l'usage des low-tech? C'est ce dont on va parler dans ce deuxième épisode avec Quentin Mathéus, membre du Low-Tech Lab. Salut Quentin. Salut Eloi. Dans cette partie, on va voir avec toi ce qu'il se passerait si on était dans une société où on utilise beaucoup plus de low-tech, ce qui se passerait au niveau politique et culturel plutôt. Après notre première partie, on a parlé plutôt de la dimension technique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment pourrait se réorganiser la société si on développait l'usage des low-tech? C'est intéressant cette façon de dissocier les deux parties parce que je pense qu'en fait, on a tendance à considérer que la dimension technique n'est pas politique. À considérer que voilà, ça répond à nos besoins, c'est top, que l'industrie fait toujours mieux, etc., etc. Et que le progrès, c'est ça en fait. Et que, du coup, il n'y a pas à vouloir ou pas vouloir ou à être pour ou contre le progrès, quoi. Que les questions politiques, elles concernent d'autres questions. Des questions sociales, des questions économiques, voire même des questions de société. On dit fameuse, je sais pas, le mariage pour tous, etc. Ça, on dit que c'est de la politique. Je pense qu'arriver à la low-tech, mettre le doigt dedans, entre guillemets, et se projeter du coup dans ce que ça aurait comme conséquence, ça nous amène à vraiment dévoiler ce truc qui est énorme en fait au milieu de la salle, qui est que la technique c'est très 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 politique, c'est dépolitisé, ça c'est sûr aujourd'hui, et il n'y a pas d'autre alternative, comme disait Margaret Thatcher, au développement industriel, à l'économie de marché, etc., etc. Mais en fait, tout ça, ce sont des choix. Et du coup, je pense que je pourrais vous décrire, moi, ma vision, c'est peut-être un peu personnel, hein, pour le coup, parce que c'est pas des questions qu'on traite depuis si longtemps, entre guillemets, des questions politiques ou de philosophie politique, presque, d'une société plus low-tech. Mais donc je pourrais vous décrire vraiment les dimensions institutionnelles, politiques, sociales de cette société low-tech en tant que telle. Ou alors je pourrais très bien dire, puisqu'on s'organise techniquement, on vit différemment, en fait, ça n'est possible que si on décide différemment, et ça rend possible des modes de décision différents. En fait, les deux, pour moi, sont tout le temps entremêlés. Une façon de le dire, c'est que si, dans un monde plus low-tech, on est plus autonome, collectivement, on a retrouvé une façon on s'est approprié nos besoins, nos savoir-faire, les ressources qui permettent d'y répondre, etc. Et bien en fait, on est plus autonome matériellement, et ça nous rend plus libres de décider par nous-mêmes de ce qu'on veut. Donc plus autonome politiquement. Ça, c'est la définition de l'autonomie politique, c'est autonomos, c'est par la loi par moi-même, la norme par moi-même. Donc je définis, en fait, mes règles, nos règles, on définit ensemble par nous-mêmes. Et elles ne sont pas amenées comme ça, contraintes. Évidemment, il y a les limites physiques, techniques, mais à partir du moment où justement on s'est réapproprié les dimensions techniques et tangibles de nos vies, en fait on les a tellement en prise qu'on les intègre justement beaucoup plus facilement. C'est tout l'opposé justement de l'avenir cybernétique, hyper technologisé, et des gens qui disent turbo-capitaliste, j'aime bien ce mot, il est un peu puissant, où justement en fait tout est tellement lisse, neutre, efficace, autonome, rapide et caché. Je veux dire, tout est encore une fois lisse. Je trouve que lisse c'est vraiment un mot important. Qu'on n'a plus aucune prise sur la dimension matérielle de nos vies, et donc on n'a plus aucune notion de limite, et on peut consommer infiniment des choses dont on n'a pas conscience. Le meilleur exemple, c'est l'eau qui coule du robinet, quoi. En gros, si on n'a pas conscience d'où elle vient, où elle va, quel stock il y a, pourquoi, comment, l'hyperconsommation est à la porte. Le numérique. Le numérique, bien sûr. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup intéressé à la question du numérique. Quel serait un avenir du numérique dans un monde low-tech, ou un usage plus low-tech du numérique? En fait, c'est la même chose, se rapproprier nos besoins, les savoir-faire pour y répondre, le maintenir, produire, etc. Et les ressources. Donc les ressources en termes de connaissances, en termes de matériel, de serveurs, d'hardware, etc., etc. Et donc,
Effectivement, je pense que dans une société plus low-tech, presque automatiquement, c'est marrant de dire ça, de facto, la politique est devenue plus directe, plus locale, plus radicale. Il y a des gens qui disent une démocratie radicale. Ça veut dire une démocratie au sens littéral du terme. Le pouvoir au peuple. Alors c'est un peu révolutionnaire dit comme ça, mais je pense que c'est très lié. Et concrètement, la forme que ça pourrait prendre, il y a des philosophies politiques qui sont très intéressantes et qui touchent du doigt, se recouvrent même avec beaucoup de théories technocritiques qui se rapprochent de la démarche low-tech. Hein. On peut dire que la low-tech est une branche moderne du courant technocritique. Et ben, c'est par exemple le communalisme ou le municipalisme, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut décider, régler en assemblée locale et la plus locale possible, on le fait. C'est marrant, dans les principes dans les valeurs de la charte du Low-Tech Lab et des communautés low-tech, parce que maintenant il y en a de plus en plus partout qu'on participe à fédérer et à animer, il y a la subsidiarité. Et c'était au départ un choix de mettre ce mot pour parler de technique, c'est-à-dire qu'un système technique, alors la subsidiarité c'est un principe politique qui dit la décision doit être prise le plus localement possible. Et on en parlait sur le plan technique, on disait une solution technique doit être pensée au plus proche du besoin, avec les ressources les plus proches, les personnes les plus proches, les savoir-faire les plus proches. Et il y a des gens qui disent que la low-tech, elle ne doit pas être accessible seulement, elle doit être participative, c'est-à-dire que tout le monde doit prendre part. À partir du moment où j'utilise cette table, il faut que j'ai pris part à sa conception, sa fabrication, son installation, son entretien, etc. C'est notamment le cas de l'atelier paysan. Je le cite parce que c'est vraiment une référence pour nous, coopérative de paysans qui incarne et qui diffuse des valeurs qui nous paraissent intéressantes dans la low-tech, dans le milieu agricole, dans le monde agricole, et qui se rattache du coup à une agriculture spécifique qui est celle qu'est l'agriculture paysanne, qui ne fonctionne pas avec un cahier des charges, un label, mais avec des principes politiques justement. Je ne place pas involontairement à cet endroit-là. L'atelier paysan préfère parler de technologie paysanne, et il dit technologie paysanne, le premier principe c'est qu'elle est participative. Le paysan prend part, il exprime le besoin, il conçoit avec le fabricant, il fabrique peut-être même, il apprend à fabriquer, à être plus autonome dans la réparation, etc. etc. Et pour eux, c'est un vrai choix politique de dire que l'agriculture, elle peut fonctionner comme ça. Un autre des principes politiques de l'agriculture paysanne, qu'on pourrait très bien projeter dans une société plus low-tech au sens large, pas seulement une agriculture plus low-tech, c'est de faire avec le vivant plutôt que de faire contre le vivant. C'est des principes qui sont suffisamment limpides, je trouve, mais très forts en fait, si on les traduit dans le concret. Aujourd'hui, pas forcément tendance à faire ça. Ça veut dire faire avec le vivant, s'associer à un certain nombre d'espèces pour cohabiter, régler un certain nombre de problèmes par des bactéries, ou la présence de certains organismes plutôt que d'autres, utiliser des prédateurs pour se débarrasser de nuisibles. Enfin voilà, il y a vraiment une espèce presque de partenariat quoi, avec le vivant, comme on l'a fait pendant très longtemps. Un autre principe politique, c'est partager le travail. C'est marrant de le dire comme ça, on dit beaucoup partager, distribution, la redistribution de la valeur, de l'argent, partager les ressources, etc. Partager le travail, ça veut dire, pour répondre à l'ensemble des besoins de la société, il y a besoin de combien de personnes ? À une échelle avec un modèle de production low-tech, humain, appropriable, qui peut être collectif, encore une fois, c'est pas du tout chacun dans son coin. Mais il y a besoin de combien de personnes ? Eh bien, il nous faut ces personnes-là à travailler. Et on se partage ce besoin, on pourrait dire dans certaines mesures, ce marché, tous ensemble. Donc, un des enjeux politiques de cette société, c'est de reconvertir beaucoup de gens, en fait, dans leur métier, de trouver des trajectoires de sortie d'un métier qui n'a plus de sens, on en parle beaucoup, pour aller vers des métiers qui retrouvent du sens, qui retrouvent une connexion au réel, des réponses aux besoins, une utilité sociale, etc. etc. Évidemment, aujourd'hui, on en a une vision où c'est des métiers passion, qui sont un peu maltraités, etc. etc. Mais en fait, il ne tient qu'à nous, dans un monde plus low-tech, de valoriser ces métiers-là plutôt que d'autres, et donc de faire ce choix politique, c'est le choix politique, c'est qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de ces arbitrages-là passent par le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, etc. Mais en fait, du moment où c'est biaisé par la spéculation, où c'est biaisé par la dette, où c'est biaisé par... Tout ça perd sa matérialité. On parle d'économie réelle, d'économie financière ou financiarisée. Ben là, c'est la même chose. Si on se débarrasse de ces
sais pas comment dire, ces mythes, et qu'on est dans un monde beaucoup plus reconnecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, au temps long, à l'échelle humaine, aux autres, à la météo, aux saisons, etc., aux ressources de son territoire. Et ben en fait, on va pouvoir tout à fait démocratiquement, collectivement, se dire qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui en a moins. Et décider presque librement, on va dire, de rémunérer, entre guillemets, en tout cas de valoriser plus hautement, plus justement, telle activité, telle production, tel métier. Et pour que ça marche, il faut donc des institutions démocratiques locales, ou les plus locales possibles, on peut très bien imaginer à l'échelle d'un village, d'un quartier, qui soient en capacité de régler un certain nombre de questions et d'organiser un certain nombre d'activités. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on est dans un truc collectivisé, où voilà, chacun a son rôle bien précis dans un espèce de grand ensemble. Ça peut très bien être même libre à l'échelle locale, où chacun trouve sa place. On a besoin d'un peu plus de bras à cet endroit-là, je viens filer un coup de main, j'apprends, ça me plaît pas, j'en pars, je vais ailleurs. Et justement, une diversité d'activités, même peut-être au quotidien, dans une semaine. Pouvoir libérer du temps pour la décision politique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus le temps, il faut voter tous les 5 ans, et déjà c'est une galère, c'est une charge, pour certains. Et non, en fait, il faut que dans la semaine, on ait du temps pour décider, pour régler les problèmes, pour arbitrer des grandes questions, etc. Et une bonne partie du temps pour, je dis n'importe quoi, un travail épanouissant, agréable, qui soit fabricant de meubles, ou j'en sais rien, ou pâtissier solaire, ou quelque chose comme ça. Et du temps pour de la culture, de la création, de la pratique. Je pense qu'aujourd'hui, on distingue beaucoup les deux, mais en fait, beaucoup de choses pourraient être beaucoup plus liées. Et puis, une activité aussi peut-être un peu plus partage des tâches, un peu plus ingrates, ou forcément, il y en aura. Et tant qu'on considérera qu'il y a des gens qui sont faits pour avoir des trucs agréables et des gens qui sont faits pour avoir des trucs moins agréables, on ne pourra pas dire qu'on vit dans un monde où on a permis à chacun de vivre mieux ou bien et de façon égalitaire. Donc ce communalisme dont je parlais, il a cette institution à l'échelle locale, de la commune. C'est de là que ça vient. Le municipalisme parle plutôt des villes, le communalisme a une histoire plus ancienne, donc aussi rurale. Et après, évidemment, il n'est pas question d'abandonner d'autres échelles de décision. Simplement, c'est depuis le bas que partent les décisions. Et en fait, elles se répercutent, elles font écho dans d'autres, entre guillemets, chambres, d'autres assemblées, qui peuvent être intercommunales, qui peuvent être à l'échelle régionale, à l'échelle plus grande, etc. Et un exemple que je trouve intéressant, c'est que du coup, on pourrait très bien renommer ces assemblées-là, locales, des conventions citoyennes. Avec des gens tirés au sort, à qui on donne les clés, le temps et les moyens, les connaissances pour prendre des décisions éclairées sur un certain nombre de sujets. Il pourrait y avoir des thématiques, on a vu le climat, après il y a eu, je crois, le bien vivre, des choses comme ça. On pourrait très bien, au moins les saucissonner, mais en tout cas avoir un certain nombre de choses, l'alimentation, l'éducation, la santé, etc. Et que ces assemblées, ces conventions citoyennes, en fait, eh ben, à nouveau puissent tourner chaque année, et je pense que, en tout cas, avec cette façon de se réapproprier non seulement les dimensions matérielles de nos vies, mais aussi la démocratie, à l'échelle la plus tangible possible, et ben, ce serait cohérent, et ce serait même un outil utile pour ensuite, une fois qu'on a décidé ensemble comment on voulait manger, comment on voulait soigner, à partir des contraintes, des besoins, etc., du territoire de nos cohabitants, et ben ensuite on conventionne. C'est-à-dire on mandate tel et tel producteur, tel et tel artisan, telle et telle activité, tel ou tel industriel qui nous fait des pièces standards pour les vélos, pour les machines agricoles, etc., de produire. Mais il n'est pas dans l'obligation de produire pour survivre, il n'est pas dans l'obligation de réinvestir pour survivre, etc. Et un exemple de cette organisation-là, qui va jusqu'à une échelle nationale, c'est une forme de sécurité sociale, en fait. On n'est plus mis en sécurité par l'argent qu'on a ou le service public qui nous protège, je ne sais quoi. On est mis en sécurité par le social, le corps social. Le fait qu'on cotise, on mutualise des moyens, du coup on est capable d'investir ou de préacheter un certain nombre de productions, ou de monter des hôpitaux, ou de construire des cursus de formation de médecins, de commander des médicaments, etc., etc. Et sauf que cette organisation-là, elle met en commun des moyens. Elle est décidée à l'échelle de caisses locales, de caisses communales, puis à l'échelle de caisses nationales. C'est bien les
les administrés, j'ai envie de dire, les cotisants, monsieur, madame, tout le monde qui peuvent prendre part à ces choix, à ces arbitrages. Et en plus, c'est sur des mandats qui tournent. Mais ensuite, c'est bien ces outils mis en commun, ces moyens mis en commun qui rendent possible le passage à l'échelle d'un système de santé désirable à la fois pour les soignants et les soignés, d'un système alimentaire viable pour le vivant qui y contribue, le travailleur qui le transforme et le mangeur qui en bénéficie. Ou un système de transport qui est à la juste échelle, avec des petits trains locaux qui permettent de transporter tout un tas de choses de façon efficace, etc. Donc voilà, je pense un peu une façon de voir sur le plan politique comment pourrait s'organiser la société une société dans un monde pilotech. Okay. Il y en a des exemples très concrets déjà, et c'est toujours agréable de voir que des trucs un peu idéaux, presque rêvés dans un futur qui nous paraît lointain, en fait sont déjà là ou ont été là avant nous, et la sécurité sociale en est un bon exemple, ou le communalisme zapatiste du Chiapas au Mexique, ou des choses comme ça. Et si on prend pour parler plutôt de revenir à aujourd'hui, pour parler des freins au développement d'une société basée sur les low-tech, etc., qu'en est-il de l'acceptabilité sociale d'un tel modèle, puisqu'on est dans un système économique où les individus sont habitués à la surconsommation, sont contraints même. Sont contraints, incités à la surconsommation. Si on passe dans un système économique plus low-tech, le système actuel s'effondre. Il y a une perte de confort matériel facile et auquel on a été acclimaté qui est évident. Quels sont les leviers pour qu'on aille vers une société plus low-tech? Ou est-ce qu'on va y être contraint par l'atteinte des limites planétaires? Alors, c'est une question super intéressante, j'ai envie de dire plein de choses. Je vais rebondir un peu sur différents bouts de ce que tu as dit. Pour démarrer par la fin, je pense qu'on va avoir du mal à convaincre Elon Musk de passer à une société plus low-tech. Et je pense que ce sera le dernier à être convaincu ou contraint. Je pense que, en tout cas, nous, c'est notre parti pris, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a fort à faire, et déjà très fort à faire, avec les gens qui sont déjà dans le besoin, ou qui sont déjà intéressés, curieux, convaincus, je sais pas, parce qu'ils découvrent, mais en tout cas, qui ont cette ouverture d'esprit, soit contrainte parce qu'ils n'ont pas le choix de repenser leur façon de vivre, ou de survivre, soit parce qu'ils n'en peuvent plus et ils ont besoin, on va dire moral presque, de repenser. Et il y a énormément à faire avec eux, avec ces personnes-là, avec elles, et partant de là, en fait, ça ne peut que donner une diversité d'expériences, une diversité d'essais-erreurs, d'expérimentations, qui, pour la plupart, vont donner à voir à d'autres les résultats tangible de cette transformation sociale, de ce passage entre guillemets à une société pilotech. Ça me permet de rebondir sur un autre truc que tu as dit. C'est nous par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui ont foiré, et en racontant comment on s'était pris, pourquoi on s'y était pris, et pourquoi ça avait foiré, et du coup qu'est-ce qu'on avait envie de tester après. Ça donne envie à d'autres de le faire. Donc j'ai même pas envie de dire que c'est par la preuve, tu vois, la démonstration par A plus B que ça marche, mais plus par le récit et ce que ça nous fait, en fait, ce que ça transforme en nous, d'essayer de faire autrement. Et ça, c'est un collègue qui l'a dit très bien dans la conclusion d'un gros projet qu'il a monté au sein de l'asso autour de l'habitat low-tech. Ils étaient deux en bonne partie, mais c'est Pierre-Alain Lévesque qui le dit dans sa conclusion du livre. Il dit, en fait, en vivant pendant 1 an dans un habitat low-tech de façon expérimentale, donc en fait, on se met sous contrainte fictivement, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait très bien consommer comme on veut dans le monde dans lequel on vit, avec le niveau de vie qu'on a, entre guillemets, les uns les autres, voilà, on n'y est pas contraint. C'est pas ça, c'est pas la vie qui nous pousse à faire ça. On se met en condition de. C'est un peu expérimental. Mais on découvre que vivre de façon plus low-tech, c'est réduire sa facture, c'est réduire sa consommation d'énergie et de ressources, c'est réduire son impact environnemental, et c'est changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est le fameux truc qui paraît pas possible, c'est difficile, etc. Changer ses habitudes, par exemple, ça veut dire passer plus de temps à cuisiner. Parce que t'as plus de frigo une partie de l'année, t'as un garde-manger, donc c'est des produits frais, donc plus des produits transformés, donc il faut que tu transformes toi-même.
Et puis tu approvisionnes localement, et localement, il n'y a pas de fabricant de plats préparés. Il y a des producteurs de légumes ou des choses comme ça. Ça veut dire passer du temps à faire son feu dans le poêle pour se chauffer. Ça veut dire passer du temps en tout cas de l'attention, à économiser de l'eau parce que tu n'en as pas infiniment, etc., etc. Passer du temps à vider et remettre tes toilettes sèches et à les valoriser, à en faire quelque chose, etc., etc. Tout ce temps, c'est un temps qu'on a l'impression de ne plus avoir dans nos vies. Donc, c'est une perte de confort matériel. C'est vécu comme ça. C'est-à-dire, mince, je vais plus être dans la flemme, entre guillemets, dans l'automatique, le rapide, le tout de suite. Et ce qu'il dit, c'est que cette perte de confort matériel, en fait, s'accompagne d'un gain de confort mental assez inexprimable. Enfin, je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, on remet la main sur ce dont on dépend. Donc en fait, on retrouve la maîtrise de son temps. On retrouve une forme de sérénité par rapport à est-ce que je vais manger demain, est-ce que je vais me chauffer demain, est-ce que machin, etc. On retrouve une forme aussi de projection dans l'avenir. Encore une fois, la sécurité dont on parlait, elle est plus suspendue à tout un tas de trucs qui peuvent du jour au lendemain, par un tel, être décidé de changer, de varier de prix, de je sais pas quoi, ou tout perturber. Et donc je pense que c'est pas en faisant la démonstration à ceux qui sont les plus éloignés aujourd'hui que c'est pertinent, c'est rationnel, c'est machin, qu'on passera entre guillemets à la low-tech, comme si rationnellement on allait pouvoir se dire c'était plus intéressant, plus pertinent, machin. Voire même, je pense qu'il y a un risque à le faire, parce qu'aujourd'hui, pour parler rationnel à des gens éloignés, il va falloir leur parler économie d'argent, il va falloir leur parler optimisation de coûts, il va falloir leur parler. Et là, du coup, en fait, on va perdre le fond du sujet. La low-tech n'est pas là pour faire l'économie d'argent, elle est là pour repenser la place de l'argent, repenser la place de l'industrie, repenser la place de l'économie, etc., etc. Et donc, voilà, plutôt que de s'y prendre comme ça, je pense qu'il faut s'y prendre limite par les besoins qui sont exprimés, qui sont déjà là, accompagner cette réappropriation, outiller, et en fait, on en a de plus en plus d'échos, dans de plus en plus de classes différentes de la population, dans de plus en plus d'endroits différents de la société, et des gros acteurs, et des tout petits acteurs, et des ingénieurs, mais aussi des artisans, mais aussi des milieux favorisés, des milieux populaires. En fait, il y a déjà plein de gens qui y arrivent. Donc comment est-ce qu'avec ces gens-là, on fait des trucs? Et comment est-ce qu'on raconte ce que ça nous fait, ces trucs-là? Et on touche à un truc très important et qu'on commence à aborder, du coup, c'est la culture, en fait. C'est comment est-ce qu'on produit du récit, du contenu culturel, du témoignage, du mythe, en fait, presque, du symbole, du modèle de réussite, autrement que par Hollywood et comment on dit, l'American lifestyle, quoi, le way of life. En fait, il y en a plein d'autres à raconter, plein d'autres à écouter, plein d'autres à mettre en fiction, etc., etc. Et je pense que c'est plutôt comme ça et plutôt par là qu'on touchera les vrais freins et les vrais leviers, parce qu'aujourd'hui, les freins, ils sont culturels. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu la dimension de préparer le terrain pour... c'est-à-dire que là, on a encore un certain confort matériel lié notamment au pétrole, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension de préparer le terrain pour, quand on aura vraiment passé des seuils de limites physiques et planétaires, où là, il y aura des solutions qui seront prêtes, etc., clés en main à peu près, ou à se réapproprier en tout cas, mais voilà. Est-ce qu'il y a cette dimension-là, un peu collapsologue entre guillemets, ou pas trop? Ce que j'allais dire, on a fait un épisode sur l'effondrement justement, et par rapport au localisme, etc., certaines de tes paroles en tout cas se rapprochent un peu de ce courant-là. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? J'allais dire justement, en t'entendant, j'ai l'impression d'entendre Arthur Keller ou des gens comme ça qui ont une vision très, très rationnelle des choses, même s'ils arrivent à rationaliser de l'irrationnel, hein, on est d'accord, avec comment est-ce que le pouvoir des récits peut presque faire vriller les mentalités et donc aller vers, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une espèce de des grosses masses qui se déplacent, que ce soit des masses physiques d'énergie, matière, ressources, CO2, ou des masses de population, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est pas que je dénigre ce discours-là, mais je pense que, en fait, il y a sûrement de ça, très honnêtement. Hein. Tu disais le localisme, alors moi, c'est un mot qui est un peu récupéré par l'extrême droite.
Et je pense vraiment que c'est pas là-dedans qu'on se retrouve le mouvement low-tech, je suis à peu près convaincu. À part effectivement la branche un peu survivaliste qui, pour le coup, est prête à se défendre un peu bec et ongle son tas de maïs. Mais je pense que le biorégionalisme, par exemple, qui est effectivement aussi un courant, enfin, une pensée qui pense l'échelle du territoire, pertinente, bassin de vie, continuité écologique, sociale, culturelle, etc., est très intéressante. Et s'approche souvent du communalisme dont j'ai parlé. Il y a un collectif, un mouvement que je trouve assez intéressant, les états généraux du post-urbain, qui parle par exemple de penser une organisation spatiale, sociale, économique de la vie post-urbaine, parce que des méga-villes, c'est pas aussi viable, entre guillemets, qu'un étalement ou un peuplement un peu plus distribué sur le territoire, etc. Et à ce sujet-là, ils ont un des principes de leur manifeste, c'est ne laisser personne dans l'enfer du béton. Et ça dit bien que c'est pas un truc un peu individualiste où on va aller se mettre à l'abri, etc. Et donc même s'il y a un peu de ça qui se joue, pour terminer, moi je pense qu'aujourd'hui, ce serait se tromper que de prendre le problème par ses symptômes. C'est-à-dire, voilà, crise écologique limite, etc., c'est des symptômes en fait du problème. C'est des conséquences d'un problème de fond qui est l'ensemble de principes fondateurs de nos sociétés occidentales, consuméristes, etc., etc. Et donc, voir les souffrances, l'oppression, l'exploitation de tout un chacun, et du vivant, et en fait le côté toxique de ce modèle, et ben en fait, c'est autant d'endroits par lesquels prendre le problème, si tu veux, depuis la racine et les principes à changer, en passant par les personnes qui souffrent le plus de ce modèle-là aujourd'hui, ici et ailleurs, et en arrivant à finalement se débarrasser de la crise climatique, entre guillemets, ou écologique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que changer la culture et repartir de nos besoins, de nos envies de faire différemment pour construire autre chose et proposer autre chose, c'est ce qu'ont essayé de faire mes collègues dans leur habitat. Et la conséquence, c'est que ça leur coûtait moins cher, qu'ils trouvaient du temps libre et qu'ils réduisaient leur impact sur l'environnement. Je pense que du coup, on y arrivera plus comme ça. Et que peut-être on prépare les mentalités, ou alors on répond déjà en fait à un problème de beaucoup de gens, et redonner une perspective de reprendre la main sur sa vie, c'est finalement plus parler d'émancipation, et derrière de comment qu'est-ce qu'on en fait collectivement, que de parler de comment utiliser de façon maligne le reste du pétrole pour faire atterrir quelque chose quelque part violemment, quoi, ou moins violemment que... Mais encore une fois, l'un et l'autre peuvent se nourrir, et tant mieux. Mais par exemple, le concept d'autonomie, dont je parlais beaucoup, a tendance un petit peu, sur un plan théorique, à s'opposer au concept de résilience, quelque chose de beaucoup plus subi, intégré, comment j'apprends à vivre avec le désastre, plutôt que, non, je reprends du pouvoir pour changer les règles du jeu, et transformer et aller agir à la racine du problème. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nos précédents épisodes sont disponibles en version courte sur YouTube ou en version intégrale en podcast. Les liens sont dans la description. À bientôt!